Bien, bonjour nos chers amis de YouTube, j'espère que vous allez bien, nous sommes ici présents sur twitch.tv/Turi316 pour l'Euro-Recap de cette semaine d'un épisode de Monday Nitro qui s'est tenu dans la nuit du lundi 12 mai au mardi 13 mai 2025. Le lieu, nous étions à Louisville dans le Kentucky au KFC Yum Center, le nom du lieu me fait beaucoup rire, un épisode que WWE va bien évidemment dédier à la légende du hardcore, la légende Sabu qui nous a malheureusement quitté en cette date du lundi 12 mai. Décès à l'âge de 60 ans, 3 semaines seulement après son combat contre Joey Janela, son combat d'adieu. Un combat qui a, en effet, de ce fait, il a plus la même saveur. Hein, ce combat-là, quand tu le vois la première fois et que tu fais bah, Sabu, il tombe encore sur la tête, il est un peu pas bien. Les conditions dans lesquelles le combat s'est déroulé, le décès plus tard, bref. Sabu, quoi qu'il en soit, a dédié toute sa carrière à prendre des risques inconsidérables pour le divertissement. Jusqu'au bout, en réalité, voilà, jusqu'au bout. Bravo pour tout ce qu'il a accompli, bravo pour avoir inspiré, je pense, énormément de catcheurs à devenir des sacrés casse-coups comme lui. Et même si tout n'était pas parfait, même si le mec se servait de son environnement et réussissait pas tous ses tours, hein, avec des chaises, des fois mal placées par rapport aux cordes, etc. Il y a eu quelques loupés, mais il y avait quand même à chaque fois beaucoup de prises de risques. Évidemment, Sabu, beaucoup s'en souviennent pour son passage à la WWE où il croise le fer avec John Cena, il me semble que c'était en 2006, pendant qu'on relancer la hype CW, la création de la WWE-CW. Grand monsieur très inspirant, le neveu du Chic, de l'original Chic Ed Farhat. Il a repris les codes de la gimmick, lui qui était d'origine libanaise, et il a fait vivre de ce fait son art et a pris beaucoup de risques à travers le monde entier pour nous divertir. Sabu, hop, paix à ton âme. Il y a eu le visuel à l'ouverture du show et il y a eu également un petit clip, voilà, pas un clip super travaillé, c'était juste des photos avec une musique. Michael Cole qui a raconté ça. Après, je pense que c'était peut-être compliqué d'aller faire un montage un petit peu plus... fallait être super rapide, parce que c'est vraiment, tu vois, quelques heures avant Monday Nitro que l'annonce est tombée et a été relayée. Nous sommes donc dans l'événement de Monday Nitro post-WWE Backlash. Merci à tous pour les retours sur le qu'est-ce qui s'est passé de Backlash. Merci également pour vos retours sur la belle annonce du stream du show KO Wrestling qui aura lieu le 31 mai. Je serai sur place à Vissou pour vous commenter ces images. Et en quelque sorte, même si je ne suis pas seul aux commandes, il y a toute une équipe qui est là derrière. Ça sera le premier événement véritablement qui sera couvert sur la chaîne twitch.tv/Turi316. C'est avec une certaine émotion, voilà, que l'annonce s'est faite. Merci encore aux partenaires pour pouvoir rendre tout ça possible. Et rendez-vous bien évidemment le 31 mai sur twitch.tv/Turi316, mais aussi, je l'espère, le lien de la billetterie est en lien en description sur YouTube. N'hésitez pas à remplir la salle, c'est dans le 91, c'est facilement accessible depuis tous les grands réseaux de la région parisienne. En plus de ça, voilà, n'ayez pas peur, c'est le 31 mai en après-midi. Si vous voulez voir le match de foot Paris Saint-Germain Inter Milan, vous pourrez le vivre avec des fans de catch parce que le match sera rediffusé dans la salle le soir même. Voilà, donc de ce fait, il y a la watch party qui est également prévue et organisée. Donc ça, c'est super cool. Ce soir à Monday Nitro, Finn Balor contre AJ Styles pour consolider le statut d'aspirant numéro 1 de AJ Styles au titre de Dominic Mysterio. Finn Balor, il est là un petit peu, il se dresse un peu en rempart à contre-cœur, ça on le découvrira, pour Dominic Mysterio. On a vu le Judgment Day donc arriver à l'arène. On a également ce soir, on peut même le dire tout de suite, ce soir, dans le main event, eh bien oui, nos deux promus d'NXT, qui sont toujours officiellement rattachés à NXT, Roxanne Perez et Julia, feront face à Io Sky et Rhea Ripley. On nous remonte bien évidemment des images de ce qui s'est passé lundi dernier avec un Jey Uso qui, à l'issue de son beau combat contre Seth Rollins, est ressorti non pas le vainqueur, étant donné que c'est une attaque de CM Punk sur Seth Rollins qui va sceller le match. J'ai bien aimé d'ailleurs parce que dans le clip de recap, il y a eu la cloche qui a sonné pour indiquer la disqualification, alors que nous, la semaine dernière, on l'a pas eu, la cloche. Donc le vainqueur du match, je pense officiellement, c'est Seth Rollins, mais pas de changement de titre de ce fait. Jey Uso est toujours le champion. CM Punk a fait son retour,
Désormais, nous avons un trio composé de 3 hommes qui viennent s'opposer à la force emmenée par Paul Heyman, Bron Breakker et Seth Rollins. On va en découvrir un petit peu plus parce que le premier homme à faire son arrivée, vous vous en doutez bien, c'est un homme qui a beaucoup de choses à nous dire. C'est CM Punk. CM Punk qui est en colère, qui a été trahi par Paul Heyman, qui a été humilié par Seth Rollins. C'est un CM Punk plutôt déter qui fait son arrivée à l'arène et qui va lancer les hostilités. Il fait un petit geste, voilà, il n'a pas levé le doigt pour Roman Reigns, pas du tout. Il l'a levé pour Sabu, bien évidemment, pour rendre le petit hommage, et il va prendre le micro et nous dire, CM Punk, qu'il en veut à Paul Heyman, mais il y a bien quelqu'un à qui il en veut encore un peu plus, c'est à lui-même. CM Punk, il s'en veut à lui-même de ne pas avoir vu le poteau rose, on l'avait mis en garde. Paul Heyman, on peut pas vraiment lui faire confiance, toute sa carrière, il est quand même connu pour trahir des gens. Et j'ai bien aimé que CM Punk se dise, j'aurais dû le voir venir parce qu'il y a quand même un peu plus de 10 ans, il m'avait déjà trahi, il m'avait fait tomber une échelle sur la tête, j'ai eu plein de points de suture, et ça évidemment c'était pas dans les clips des recaps, WWE, ils avaient un petit peu arrangé le truc à leur sauce, j'en avais fait état de Paul Heyman et CM Punk, ils ont toujours été amis, il n'y avait jamais eu de trahison entre les deux. Là on fait état de la première trahison de Paul Heyman envers CM Punk. Que se passe-t-il ? Donc il veut que ça se règle, et bien évidemment c'est le bas de signal. On a ce bon vieux Paul Heyman qui se radine, CM Punk qui le met en garde, fais bien attention à ce que tu vas dire parce que les mots que tu vas prononcer seront tes derniers. Et Paul Heyman évidemment n'est pas venu seul, il vient tout de suite accompagné par Seth Rollins, Bron Breakker. J'ai beaucoup aimé l'acting de Seth Rollins qui va prendre le micro, mais Seth Rollins il est vraiment en train de... On ne sait pas qui est le mastermind derrière ce trio. Est-ce que c'est Paul Heyman ? Est-ce que c'est Seth Rollins ? Paul Heyman qui se revendique être un petit peu l'homme derrière la Bloodline. Seth Rollins, j'ai plus l'impression que c'est lui qui tire un petit peu les ficelles et qui s'entoure de ce fait de belle manière, avec un Bron Breakker qui est bien évidemment là pour construire l'avenir. Et bien sûr, Seth Rollins va prendre la défense de Paul Heyman en disant que c'est quand même honteux, c'est de la mauvaise foi de la part de CM Punk de s'en prendre à un Paul Heyman qui a agi dans le bon intérêt. Il essaye de se faire un peu passer pour le gentil dans cette histoire, Seth Rollins, en défendant, tu vois, son grand projet, et que CM Punk était encore quelqu'un, tu vois, qui lui mettait juste des bâtons dans les roues. Si CM Punk n'avait pas été là, Seth Rollins serait déjà le champion World Heavyweight, et CM Punk a scandé haut et fort que tant qu'il sera sur ses deux jambes, Seth Rollins ne retouchera jamais l'or mondial. De ce fait, Seth Rollins, les problèmes, il est là pour les éliminer, et il va se tourner vers Bron Breakker. Et Bron Breakker, il a un petit peu chauffé, il a dit il va l'envoyer en première ligne, et Bron Breakker, il est allé au ring pour aller régler évidemment CM Punk, et les deux hommes s'avancent, ça part en bagarre. Bron Breakker au début il domine CM Punk, pas de soucis, ça va même laisser le temps tranquillement, tu vois, à Seth Rollins de rentrer dans le ring, de poser sa veste. CM Punk il va avoir un petit comeback, mais il va être à nouveau maîtrisé dans le 2v1. Sami Zayn va arriver depuis le public pour venir sauver CM Punk, s'en prendre à Seth Rollins, s'en prendre à Bron Breakker. La situation elle s'équilibre, mais on retrouve une situation de 2v1, donc de ce fait, qu'est-ce qui va se passer ? Jey Uso va arriver pour sauver CM Punk. Jey Uso, il n'est pas arrivé sur sa musique, lui aussi il est arrivé par le public, et là on a eu une vraie situation, tu vois, de 3v2, où le sous-nombre, encore une fois, pour le clan Seth Rollins laisse supposer que peut-être un troisième membre serait pertinent pour venir renchérir leur rang. Pour l'instant, WWE, dans les dirt sheets, nous laisse penser qu'il n'y a pas de plan prévu pour rajouter un nouveau membre à cette espèce d'alliance qui n'a toujours pas été nommée d'ailleurs, entre Paul Heyman, Seth Rollins et Bron Breakker. Je sais qu'on rêverait de voir peut-être des Karrion Kross, des Austin Theory, il y a plein de noms qui pourraient être intéressants, pourquoi pas un Bronson Reed au retour de convalescence, qui devrait bientôt toucher à sa fin. Pour l'instant, on reste à 2. Jey Uso, quoi qu'il en soit, il sera occupé par d'autres trucs, étant donné que son match est déjà programmé contre Logan Paul pour les Saturday Night Main Event. De ce fait, ça laisse encore, tu vois, le 2v2 qui peut vivre entre CM Punk, Sami Zayn d'un côté, Bron Breakker et Seth Rollins. Il y aura d'ailleurs une annonce qui va être faite pour un combat entre ces deux équipes un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Et ben écoute, ça tombe un petit peu comme ça n'avait pas été advertisé la semaine passée, c'est tout simplement en conséquence de ce qui s'est passé à Backlash, même si ça nous a été présenté comme ça par les commentateurs, mais Penta s'est vu coûter son match contre Dominic Mysterio par El Grande Americano, et Penta en représailles va affronter Chad Gable. Est-ce que ça signifie que Chad Gable est El Grande Americano ? Là, on ne sait toujours pas. Enfin, Michael Cole, lui, l'affirme.
Moi, je l'affirme aussi de mon côté, arrêtez de nous prendre pour des fous. Mais c'est un peu dommage de se fait de faire ce match-là comme ça, alors qu'on sent quand même qu'il y a un gros programme entre Chad Gable et Penta qui devrait normalement durer un petit peu plus. Surtout que le match, Chad Gable qui arrive en bonne forme physique, avec Ivinal derrière lui, on va avoir de la très très bonne action pendant 11 minutes, mais pas tout de suite, parce que c'est vrai, j'ai oublié ce point de détail. Michael Cole, depuis le début de la soirée, il commande tout seul. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai, Pat McAfee, très certainement et intelligemment, il vend les assauts de Gunther, donc Michael Cole est tout seul, et en fait, c'est juste pour nous dire que Pat McAfee, il a bien été cleared médicalement, et qu'il est autorisé à arriver. Donc avant que le match ne débute, il y a Pat McAfee qui fait son entrée, et qui reçoit une grosse ovation de la part du public, en disant, ça va, je vais bien, il a mis les petites lunettes, tu vois, Pat McAfee, je redeviens commentateur, il nous explique que les médecins lui ont autorisé à revenir prendre sa place pour commenter le match. Je pense qu'ils ont voulu surfer sur l'idée de Pat McAfee, il a été vaillant à Backlash, et encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé, je l'ai peut-être pas bien exprimé, mais j'ai beaucoup aimé le match entre Pat McAfee et Gunther. C'était mieux que ce que j'en attendais, et oui, Pat McAfee, même dans la défaite, on ressort quand même assez grandi, puisqu'il a été assez courageux, tu vois, pour tenir tête à Gunther, tu vois, il a été presque assez fort, tu vois. Mais bon, je comprends l'idée, je comprends que l'idée est là. Tu vois, c'est pas si mal. C'est vrai que le timing est un peu étonnant d'avoir fait amener Pat McAfee avant que le match ne débute. Alors, le match débute entre Penta et Chad Gable. Chad Gable, très très vite, il veut s'en prendre au masque de Penta. Évidemment, Chad Gable déteste la lucha libre, hein, c'est une partie intégrante de son personnage actuellement. Il y a des très très bonnes choses dans ce combat, dont notamment un super travail de Chad Gable sur le bras de Penta. J'étais assez surpris qu'il travaille plutôt le bras et pas la jambe pour amener l'ankle lock. Il n'a pas travaillé la cheville ou le genou. C'est plutôt un travail sur le bras. Il y a des très très bons contres qui se terminent avec des German suplex de zinzin. Et pour l'instant, Penta, en fait, dans les comebacks, il doit trouver, tu vois, un petit feu salvateur. Et ce feu salvateur, il intervient après un spot tenté de la troisième corde de Chad Gable qui va être contré en code breaker à la volée. Il y aura un autre backbreaker qui sera porté un petit peu plus tard. Ça va à nouveau s'équilibrer, notamment avec des prises de soumission. On va tenter le sacrifice du côté de Penta. Chad Gable, il arrive à revenir à caser l'Uncle Lock. Alors je me dis, il aurait pu continuer, tu vois, avec une grosse prise de soumission sur le bras, étant donné qu'il a vraiment beaucoup travaillé le bras et que Penta l'a vendu régulièrement pendant le match. Et tout ça, voilà, pendant 11 minutes, on a vraiment une très très bonne action. On va terminer ça avec un gros spot depuis la troisième corde où le Cero Miedo, voilà, avec son Miedo, il va repousser Chad Gable qui va partir en salto arrière, il va atterrir sur les pieds, il va pas se redresser tout de suite, Chad Gable, que Penta va enchaîner le Mexican Destroyer et remporter la victoire contre 2-3. C'est pas la première fois que Penta de ce fait il gagne avec le Mexican Destroyer. J'aime bien ce qu'ils font avec la prise parce qu'ils sont vraiment en train de bien la sacrer autour de Penta. Elle est très très bien introduite au public de WWE. Chad Gable qui va bien évidemment pester sur cette défaite. Ça aurait été le Grande Americano à sa place. Bon, voilà. Est-ce que ça aurait été différent? On a peut-être sacrifié, tu vois, une belle affiche assez vite, même si l'histoire elle est cohérente entre Penta et Chad Gable. On l'a peut-être sacrifié un peu vite, mais ça va frustrer, je pense, toujours un petit peu plus Chad Gable pour faire revenir Al Grande Americano au moment voulu. On verra bien. Chouette match, chouette opener pour le début, très très bien. Super petit clip, promo package de Roxanne Perez et de Julia, qui affirment leur position, tu vois, de vouloir insuffler un vent nouveau à la division féminine, d'être vraiment l'avenir, le futur. Et leur association de ce fait qui est née à Monday Night Raw, elle a commencé à prendre de plus en plus. Elles ont cette opportunité d'être en main event. Je trouve que WWE donne une belle plateforme à sa division féminine pour l'avenir. C'est très très chouette contre Io Sky et Rhea Ripley. Dans le vestiaire du Judgment Day, il n'y a toujours pas de Liv Morgan. Liv Morgan, on nous fait comprendre dans les discussions, Dominic Mysterio, il essaye de l'appeler, mais Raquel Rodriguez, elle lui explique le concept de décalage horaire, étant donné que Liv Morgan, le film où elle a été révélée, c'est un film qui va se tourner principalement au Japon. Donc là, actuellement, elle est au Japon. Donc si tu l'appelles maintenant, là, il est tard pour elle. Elle doit certainement dormir. J'en sais rien, je sais pas. Non, même pas. Hein. En fait, c'est le matin, normalement, pour les Japonais, quand c'est le soir aux États-Unis. Bon, bref, on s'en mêle un petit peu les pinceaux. De ce fait, le Judgment Day, ils sont là en train d'expliquer les fuseaux horaires à Dominic Mysterio. Et là, il y a Finn Balor qui se radine. Et Dominic Mysterio, il fait « Ouais, ta tentative d'intervention, là, le coup de la chaise, ça a failli me faire perdre le match contre Penta. » Donc il n'est pas forcément très très rassuré sur la loyauté de Finn Balor. Il commence à s'interroger, Dominic Mysterio, et Finn Balor, il lui fait « Au final, j'avais prévu le coup, t'as vu, ça s'est bien passé. T'es toujours champion, mon dom-dom, et je vais régler pour toi le problème AJ Styles. » Ok, et derrière, on continue d'expliquer le concept des fuseaux horaires à Dominic Mysterio. Liv Morgan, on ne sait pas combien de temps elle sera encore absente, mais bon, si elle est en tournage, évidemment, ça prend un petit peu de temps.
On nous remontre des images de Gunther contre Pat McAfee. Le clip était peut-être même mieux que le match, j'en sais rien. Si, le match était... Moi, j'ai bien aimé le match, hein, mais le clip vraiment de représentation, de recontextualisation du match était quand même assez chouette, avec de la musique dramatique et tout. Michael Cole qui s'arrache les cheveux du crâne, pour ce qui en reste. Pat McAfee qui résiste corps et âme. Et surtout, voilà, ils insistent là-dessus, Gunther qui salue l'effort de Pat McAfee avant de quitter le ring, comme un gentleman. Et de ce fait, on n'a pas eu le Gunther cruel jusqu'au bout, et Pat McAfee qui va parler hein, de l'effort physique, il va montrer des traces encore des athémies qu'il a sur le torse, d'un des vaisseaux dans son œil qui a pété, tu vois, tellement les coups étaient impactants. Il va dire que Gunther, le respect désormais est mutuel. Et on espère que Gunther donnera également du respect derrière à Michael Cole, tout ça. Donc, limite, tu vois, ça salue, tu vois, l'effort de chaque côté. Hein. Le ring est sacré. Gunther, il n'est pas portrayé comme un babyface, mais j'aime bien qu'on continue un petit peu de lui faire gagner un petit peu, tu vois, le respect. Mais bon, les gens vont continuer de lui chanter You Tap Out, bien évidemment. C'est un peu curieux, c'est un peu étrange, mais ok, j'accepte. Et on a le New Day. On a le New Day qui arrive à la table des commentateurs, puisque dans un instant, c'est le combat qui n'a pas été officiellement révélé comme un combat d'aspirant numéro 1 au championnat par équipe. Les War Raiders vont faire face à Julius Creed et Brutus Creed. Toutes les équipes font leur arrivée au ring, et alors qu'on est prêt, tu vois, pour le match, Raw, il décide encore une fois de saccager le rythme, et on part à la pub, retour de pub, on nous annonce que Seth Rollins et Braun Breaker, ça sera contre CM Punk et Sami Zayn officiellement le 24 mai, dans la nuit du 24 au 25, au Saturday Night's Main Event. Je fais une annonce tout de suite, voilà, je l'avais déjà dit, mais je le redis, il n'y aura pas de live react pour les Saturday Night's Main Event. Logiquement, le show il sera diffusé gratuitement pour tout le monde en direct sur YouTube si vous êtes en France. En tout cas, pour les pays qui sont en dehors du système américain, États-Unis, je crois que le Canada, ils sont également concernés par la diffusion sur NBC peut-être ou Peacock. Mais pour le réseau international, apparemment, ça serait gratuit pour tout le monde sur YouTube. C'est un événement en format weekly en quelque sorte, puisqu'il y aura des pubs pendant les matchs et ça, c'est toujours un peu regrettable. CM Punk, Sami Zayn, Seth Rollins, Braun Breaker, pas inintéressant de mettre ce match-là qui complète la carte où il y a déjà Logan Paul qui challengera Jey Uso pour le championnat. Donc, backstage, Sami Zayn et CM Punk, qui n'ont pas toujours été historiquement sur la même longueur d'onde, hein, il n'y a pas de grosse confiance établie entre les deux hommes, ils viennent un petit peu mettre les choses à plat, ils ont des ennemis en commun, donc ils s'accordent à faire alliance et à ne pas se foutre un coup dans le dos, tu vois, pour ce match. Donc, on va espérer que Sami Zayn et CM Punk n'aient pas d'embrouille. Moi, j'aimerais que Sami Zayn ne tourne pas, par exemple. Je sais que l'idée, elle commence à germer au milieu des fans, tu vois. Est-ce que Sami Zayn, il va pas trahir tout le monde, finalement? Est-ce que c'est pas lui qui va rejoindre Paul Heyman et tout ça? Je ne l'espère pas. Derrière, de ce fait, on a un match de catch, voilà, qui débute. Hein, on n'a rien loupé. Hein, Brutus Creed, Julius Creed contre Eric et Ivar. Un peu en deçà des deux précédents affrontements entre ces deux équipes à l'époque où les War Raiders étaient champions par équipe. Un peu en deçà, je vais vous dire pourquoi. Parce que le match est constamment, je vais pas dire perturbé, mais dans sa narration, c'était assez compliqué de s'impliquer dedans, étant donné que le New Day ont été des giga pipelettes, encore une fois, avec les commentateurs Michael Cole et Pat McAfee, et limite personne ne s'intéresse au match. Alors le public, il n'a pas les retours audio, hein, tu vois, de Pat McAfee et de Michael Cole, mais le public n'était pas dedans non plus, ils n'étaient pas dans le match particulièrement. De ce fait, même si les mecs faisaient des petites dingueries dans le ring, parce que les 4 catcheurs sont excellents, c'était assez dur en fait de rester concentré sur ce qui se passait, tellement le New Day était très très vocaux, et ça raconte leur life. Hein. Et c'est pas la première fois qu'ils sont champions par équipe et qu'ils sont à la table des commentateurs et qui, je trouve, un peu polluent le match en quelque sorte. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir des catcheurs impliqués dans une storyline, faire quelques points d'analyse, on va dire. Là, par contre, les mecs ont raconté leur life, vraiment. Donc, quand on est revenu de la fausse coupure publicitaire de Netflix, vous savez exactement de quoi je parle, il y a eu un peu plus d'effort de concentration des commentateurs sur le match, et surtout une implication du New Day pour distraire les War Raiders. Donc évidemment, le New Day, ils étaient là pour que les War Raiders ne gagnent pas le combat, pendant que la distraction était faite d'un côté. Kofi Kingston est venu faire tomber notre bon ami Ivar des cordes, et les Creed Brothers vont remporter la victoire après je sais pas comment on appelle ça, la boule infernale, la Brutus Ball, je crois que c'est la Brutus Ball, voilà, quand il fait la bombe là, sur son adversaire en Doomsday Device, et victoire des Creed Brothers. Et de ce fait, le momentum est pour eux. Est-ce que le New Day est satisfait de voir les Creed Brothers se monter dans la hiérarchie des équipes?
Sachant qu'en vrai, le New Day, ils auraient beaucoup de choses, je pense, à craindre des Creed Brothers, qui sont aussi une excellente équipe. Donc, ils voulaient surtout ne pas affronter les War Raiders, qui avaient des bonnes raisons peut-être de détester le New Day. Donc, un peu curieux, je pensais peut-être qu'ils allaient attaquer tout le monde, tu vois, pour faire un statement, tu vois, dans cette division par équipe. Ça présente un petit peu les New Day comme des couards. Backstage, c'est un peu rigolo de voir Seth Rollins un peu paterner Bron Breakker. Parce que en effet, là, ça leur fait 2 défaites d'affilée, c'est 2 petites batailles perdues semaine après semaine face à cette triplette Jey Uso, Sami Zayn et CM Punk. Mais Seth Rollins, il rassure Bron Breakker en lui disant « Je suis Seth Rollins, je suis prêt à faire 1 milliard de trucs, tu vois, je suis imprévisible. Donc t'inquiète pas, Bron Breakker, on va se relever de ce mauvais pas. On a en plus une occasion d'aller affronter Sami Zayn et CM Punk en 2v2, donc je te rassure là-dessus. Il y a vraiment un Paul Heyman qui est très en retrait de la scène et qui observe, genre il est assez fier du comportement un peu paternaliste de Seth Rollins, donc ça je trouve que c'est assez intéressant en termes de plan. Il va lui dire un truc à l'oreille qu'on n'entendra pas, mais c'est un truc qui est censé faire plaisir à Bron Breakker. Bon, il lui confie en fait une petite mission, vous irez la découvrir un petit peu plus tard, on en saura plus. Jey Uso, pendant ce temps-là, il remonte le backstage, puisqu'il va aller pour s'adresser à Logan Paul. Ça avait été advertisé, Jey Uso s'adresse à Logan Paul suite à l'attaque post-show de la semaine dernière de Logan Paul envers lui. Dans l'arrière-plan, ce n'est pas la première fois qu'on constate ça, Finn Balor est en discussion avec Roxanne Perez. Ça fait 2 semaines de suite, il y a peut-être plus de chances de voir à l'avenir, je pense, Roxanne Perez intégrer le roster de Monday Night Raw que Julia, vraiment dans un avenir proche. C'est la coupure publicitaire. Katie Kelly reçoit à son micro Grayson Waller et Austin Theory. C'est pas forcément bien passé la semaine dernière pour Austin Theory qui a perdu contre Sheamus pour leur combat de retour. Justement, Grayson Waller, il dit à Austin Theory vas-y, tu t'es bien battu, etc. Et Theory, en fait, va dire je suis sûr que je peux le battre, Sheamus. C'est juste que j'avais pas la préparation, je savais pas qui j'affrontais, mais je suis sûr que je peux le prendre. Mais sache une chose, étant donné que tu m'as fait plaisir de me donner un spot en 1v1, et ben la semaine prochaine, t'affronteras Gunther en 1v1 Grayson Waller. Austin Theory, il a dit j'ai vu avec Adam Pearce la semaine prochaine, vous vous affrontez en 1v1. Grayson Waller, il est pas forcément ravi, tu vois, d'apprendre tout ça. Donc on continue de mettre des petites graines pour splitter Austin Theory et Grayson Waller. J'ai l'impression qu'on se répète depuis 1 an maintenant. On nous apprend que la fameuse droite de Logan Paul sur Jey Uso, post-épisode de Monday Night Raw, exclusivement pour les réseaux sociaux, a été le biggest social moment de la nuit, avec 16 millions de vues en 12 heures. Bien évidemment, Jey Uso contre Logan Paul, c'est prévu pour Saturday Night's Main Event le 24, et t'as remarqué quand même que là, on focus vraiment la construction de Saturday Night's Main Event du côté de Monday Night Raw, alors que le prochain Premium Live Event, c'est Money in the Bank. Il y aura une petite annonce qui va être faite pour Money in the Bank, mais ils sont déjà très en retrait dans la construction par rapport au Saturday Night's Main Event. Tout va s'enchaîner très vite. 24 mai, Saturday Night's Main Event, même pas 2 semaines plus tard, c'est le Money in the Bank. Bon, on verra bien. Donc Jey Uso, bon, il a fait son entrée, il a dit on recommence l'entrée, bon, comme d'habitude, tu vois, la longue entrée avec les gosses, Saïd, etc. L'indice de popularité de Jey Uso est toujours très très fort. Donc Jey Uso, c'est pas la première fois qu'on le voit en plus ce soir à Monday Night Raw. Il a absolument pas peur de Logan Paul, il est prêt à défendre son titre, bref, un peu le baratin habituel pour Jey Uso qui est un champion combatif, voilà, et Logan Paul a des techniques de lâche. Et quand il s'apprête à dire qu'il restera à l'issue de Saturday Night's Main Event le World Heavyweight Champion, il est interrompu par la musique de Gunther. Et je vous avoue que c'est ma grosse surprise de cet épisode de Monday Night Raw, parce que je ne m'attendais pas que narrativement Gunther revienne directement au contact avec Jey Uso, qu'il allait peut-être être écarté par d'autres trucs. On avait la petite idée d'un Bill Goldberg. Est-ce que c'est peut-être pas un peu trop tôt pour commencer à teaser des choses avec des Goldberg, vu que de ce fait, Pat McAfee, on s'est serré la main et on est plutôt ok. Et ben Gunther, il vient de ce fait faire quelques petites déclarations au sujet de Jey Uso. Il va nous faire un reveal assez important. Il a dit Jey Uso, sache une chose, quoi qu'il se passera dans ton match avec Logan Paul, j'aimerais que t'en ressortes le vainqueur, je te cache pas, parce que j'ai pris les dispositions avec Adam Pearce. Le 9 juin, à savoir l'épisode de Monday Night Raw qui suivra Money in the Bank, il l'affrontera le champion World Heavyweight actuel. C'est-à-dire que on peut déduire de cette annonce, Jey Uso ou Logan Paul n'auront pas à défendre le titre lors de Money in the Bank.
Money in the Bank, il y aura très certainement les 2 matchs à l'échelle, les 2 matchs à la mallette, peut-être 3 matchs au milieu, mais 3 matchs qui vont pas concerner le championnat World Heavyweight. Peut-être ça spoil quelques petits trucs, on sait pas trop, enfin on sent que c'est quand même Jey Uso, Gunther qui va être l'affiche qui va être préservée pour ça. Jey Uso évidemment, il va vanner encore une fois avec tout le public Gunther parce qu'il a tap out. Gunther, il a pas une réaction, comment dire, il a pas une réaction impulsive avec ça. Il parle très calmement. Et tu sens qu'il a pris en maturité depuis sa défaite. Il dit que Jey Uso, en tant que champion, il doit avoir une pression immense sur lui et il sait très bien de quoi il parle, Gunther, parce que 80% de son temps à la WWE, il l'a passé avec une ceinture autour des hanches. Donc il sait ce que c'est qu'avoir la pression. Mais Gunther, lui, il est fait pour être champion. Il estime que Jey Uso est un peu, en quelque sorte, un champion accidentel. Pas inintéressant de l'amener comme ça sur ce terrain-là. Donc il espère que Jey Uso va conserver ce titre et qu'il va pouvoir se venger de ce qui s'est passé à WrestleMania. Ok, très bien. Jey Uso, il recule devant rien. Il a pas peur. Il a une confiance débordante depuis sa victoire à WrestleMania. Ça se sent dans ses intentions, dans même la manière dont il s'exprime, Jey Uso. Et les gens sont très très ravis à l'idée de cette annonce, mais ça fait peut-être cet effet d'annonce passer Logan Paul pour un mec qui a aucune chance de battre Jey Uso. Bon, déjà, je pense que vous en doutiez pas, mais là, avec cet effet d'annonce-là, on en doute encore un peu moins. Gunther, il s'est barré, point barre. Backstage, on transitionne, rien à voir. Les War Raiders se plaignent dans le bureau d'Adam Pearce, parce qu'ils ont été volés par le New Day dans cette affiche. Le New Day, il rapplique dans le bureau d'Adam Pearce. Adam Pearce, il essaye de contenir un petit peu tout le monde, parce qu'évidemment, le ton monte. Et Adam Pearce, en fait, pour gérer le conflit, étant donné que le New Day est intervenu dans le combat, on va en prendre compte. Il nous a indiqué qu'il y aurait un combat triple menace, three-way, pour les championnats par équipe. Le truc, c'est que on sait pas quand. Le New Day, donc, défendra son titre prochainement contre et les War Raiders et les Creed Brothers. Quand? Pas dit. On sait pas. Voilà. Il n'y avait pas... rien de plus. Jackie Redmond. Elle a encore un petit peu de temps à perdre avec Ludwig Kaiser qui, depuis des semaines et des semaines, ne catche plus et ne fait que se plaindre. Parce qu'on lui donne pas d'opportunité, etc. Donc on s'attend, tu vois, à ce que Ludwig Kaiser se plaigne encore au micro de Jackie Redmond. Et ben pas le temps. Pas le temps pour lui. Ça sera la victime, Ludwig Kaiser. Enfin, pas plus la victime que Jey Uso, qui visiblement s'est fait attaquer par Bron Breakker. Un peu plus loin, avec Paul Heyman qui regarde au loin. On n'a pas vu Bron Breakker attaquer Jey Uso, on a juste constaté la scène. Donc Bron Breakker et Paul Heyman vont s'éloigner. Il y a un service de sécurité qui va arriver tout de suite pour voir quel est l'état de Jey Uso. Et encore, ils arrivent trop tard. CM Punk et Sami Zayn viennent constater ça. Ils ont un échange de regards, tu sais, où ils sont peut-être un peu sus. Ils vont peut-être essayer de créer un peu de dissension entre les deux la semaine prochaine avant le combat à Saturday Night Main Event pour se dire est-ce que tout le monde est bien clean dans cette affaire C'est bien, on joue un petit peu sur la confiance. Et on est parti pour le prochain combat de la soirée. Ça sera le 3e et avant-dernier match de la soirée. Il y a toujours 4 matchs à Monday Night Raw. C'était 4 matchs quand même assez qualitatifs dans l'ensemble. Finn Balor qui va affronter AJ Styles. Alors, Finn Balor qui est venu au ring accompagné de JD McDonagh et de Carlito, et les commentateurs se sont interrogés sur l'absence de Dominic Mysterio aux abords du ring pour continuer de teaser un petit peu les choses. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. À ce moment-là, dans mon visionnage, j'étais pas hyper hypé à l'idée de voir Finn Balor contre AJ Styles, alors que c'est con, quoi. C'est quand même 2 des meilleurs catcheurs de la planète. Mais j'ai eu l'impression que cette affiche, elle arrive là un petit peu tôt, et est-ce qu'on allait un petit peu nous faire des gros callbacks autour de la grosse rivalité entre ces deux hommes, les deux anciens leaders du Bullet Club, mais on le rappelle toujours à des époques totalement différentes. Et ben, merci le catch. Merci à AJ Styles et Finn Balor d'avoir rappelé pendant 16, presque 17 minutes, à quel point les mecs étaient incroyablement forts et à quel point ils avaient une incroyable chimie dans le ring. J'ai passé un excellent moment et vraiment je vous invite à aller revoir ce match qui est vraiment un délice du début jusqu'à la fin. Avec toujours un AJ Styles qui a un petit peu l'ascendant sur Finn Balor et un Finn Balor qui est limite lui aussi un peu poussé par le public. Alors comment tu doutes d'eux? En fait, le gros problème que j'ai, c'est Finn Balor qui a un momentum totalement au chiottes. Voilà, mon gros problème avec ça, c'est que Finn Balor, ça fait des mois et des mois qu'il gagne plus rien, que plus personne le craint véritablement, qu'il est, voilà, même aujourd'hui, tu vois, un peu dans un rôle de second contre Dominic Mysterio, et limite, on attend plus, là, maintenant, le programme entre Dominic Mysterio et Finn Balor, et envoyer Finn Balor là, on part, tu vois, perdant tout de suite. On sait très bien que Finn Balor, il va être une étape pour AJ Styles, et limite, j'aurais trouvé ça plus cohérent dans l'écriture que AJ Styles, il affronte, tu vois, JD McDonagh. Voilà, pour peut-être amener Finn Balor un peu plus tard. Et là, en fait, nous donner cette affiche-là tout de suite, ça m'a un peu surpris. Par contre, derrière, les mecs catch trop bien. C'est hyper plaisant, il y a plein de petits détails.
J'ai adoré la manière dont le Styles Clash a été amené avec un Finn Balor qui s'en dégage. Et ça a été un peu la petite surprise. Et je m'attendais pas à ce qu'on exploite le terrain de l'overbooking à la fin. Parce que oui, JD McDonough et Carlito vont tenter d'intervenir. On fait des distractions à droite à gauche. Et je m'attendais encore moins à voir Penta débarquer pour équilibrer le tir. Et Penta, il a géré de ce fait à l'extérieur du ring Carlito et JD McDonough. Il fait un Canet Destroyer sur Carlito en plus, qui est bien amorti avec la touffe de cheveux. Et Finn Balor, de ce fait, se laisse surprendre, distrait par Penta, par le Phenomenal Forearm de AJ Styles, qui remporte la victoire. Et Penta, on pensait qu'il a l'air un peu s'éloigner de ce fait de toutes les histoires du Judgment Day, bah reste un petit peu au contact d'eux. De ce fait, il est un petit peu sur 2 terrains en même temps, Chad Gable, le Judgment Day, et victoire d'AJ Styles, et ça va nous permettre de monter un match en tag team pour la semaine prochaine. Ok, très très bien, grosse victoire d'AJ Styles, qui assoit le momentum. AJ Styles, Dominic Mysterio, j'ai assez hâte, je vous cache pas, de voir ça, je ne sais pas où ça se passera. Dans un instant, Becky Lynch va venir s'adresser à nous suite à sa défaite lors de Backlash. On n'a pas vu Lyra Valkyria, on va comprendre que Lyra Valkyria, elle n'est pas cleared médicalement pour apparaître à Monday Night Raw. Et en arrière-plan, vous avez tous remarqué que Karrion Kross est en discussion avec le New Day. Il est en train de filer des t-shirts au New Day parce que c'est un top seller désormais sur de la WWE, Karrion Kross. Au moins, tu vois, la semaine dernière, au recap, je disais Karrion Kross, tant qu'il n'y a pas de concret qui arrive, je vais pas m'emballer. Mais force de constater quand même qu'il y a un effet de hype qui est en train de se créer. Et le mec est parmi les meilleurs vendeurs de merchandising à la WWE. Donc, WWE, faut pas se louper. Karrion Kross, il y a un truc à exploiter. Là, pour l'instant, ils filent des t-shirts au New Day. Ils ont trouvé peut-être ça amusant. Pendant la coupure publicitaire, il y a le Grande Day... Pardon. Il y a Chad Gable, ainsi que les Creed Brothers, qui sont venus un petit peu blablater. Chad Gable, il a parlé de sa défaite contre Penta, mais il est content que les Creed Brothers ont battu les War Raiders. Et son catcheur préféré, le Grande Americano, il le félicite pour avoir remporté le championnat Speed. Et il dit que c'est le meilleur des luchadors, que les autres luchadors sont tous pourraves. Et en fait, il n'y a rien de plus. Hein, c'est juste pour occuper la petite coupure publicitaire. Donc voilà, Becky Lynch, elle fait son arrivée. Et elle va aller s'asseoir sur le rebord du ring. Et Becky Lynch, elle va faire une promo du début jusqu'à la fin. Personne n'intervient. C'est Becky Lynch qui vient faire du John Cena dans le texte. Je m'explique. C'est pas ma faute, c'est la faute des fans. Vous êtes retournés. Quand j'ai connu le succès, notamment quand j'ai gagné mon dernier run de championne, j'ai vécu, tu vois, le mauvais regard des fans, etc. Et vous m'avez poussé à devenir celle que je suis aujourd'hui. Et elle estime, avec sa mauvaise foi légendaire, et ça vraiment, reine de la mauvaise foi, mais moi j'aime beaucoup ce que nous propose Becky Lynch là pour le moment, elle estime ne pas avoir perdu à Backlash. Parce que elle, à la fin du match, elle est rentrée chez elle, elle a pris les transports, elle s'est posée, elle a bu son petit verre de tequila, et lundi à Raw, elle est là, elle bosse. Alors que Lyra Valkyria, elle a fini la soirée aux urgences, et elle est pas là aujourd'hui. Donc en fait, dans ma tête, j'ai pas perdu contre Lyra Valkyria. Si vous voulez me faire croire que j'ai perdu, mais j'ai absolument pas perdu. Royal. Et elle a terminé sa promo en disant désormais, je vais arrêter de faire des courbettes pour faire plaisir à tout le monde. Vous m'accusez d'être la meuf qui prend le spot de tout le monde, et ben, I am whatever you say I am. Elle a sorti les lyrics de Eminem, carrément. Elle a fait un drop mic et elle s'est barrée. Donc, elle a mis en garde tout le monde. Voilà. Donc, je pense que c'était un peu rigolo parce que dans les médias, on l'a accusé d'être un petit peu Becky Hogan, etc. D'être peut-être un petit peu trop politique, de penser à elle, tu vois, de gagner, etc. Donc là, en plus, on voit, elle a perdu à Backlash. Et elle vient de se faire provoquer les fans là-dessus. Donc, c'est un terrain assez intriguant. Mais j'ai hâte de voir où ça va mener Becky Lynch. Why not? Déjà, c'est assez rare en ce moment de voir des promos où tu viens sur le ring, tu racontes ton truc, personne t'interrompt, tu fais un drop mic, tu te barres. Et lyrics d'Eminem. Là, insane. Rousseff, déjà il est beau, bien sûr, ça vous le saviez déjà. Et Rousseff, ils ont fait un promo package encore un petit peu dans l'esprit du Redeemer chez All Elite Wrestling, où il est un petit peu, il est un peu psychologique autour de sa victoire, autour de Otis et d'Akira Tozawa. Et ils mettent de la musique hyper épique, alors que frère, t'as juste battu Otis et t'as battu Akira Tozawa, quoi. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'on en faisait des caisses pour le programme de pure bad card, mid card, hein. Et c'est parti apparemment pour durer, parce que là, pour l'instant, Rousseff, il n'y a pas de direction, tu vois.
Et on sait pas ce qu'il veut, hein, là, tu termines la promo, tu dis ok, le Redeemer, je sais pas ce qu'il veut. On sait pas quels sont ses. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux gagner des matchs, tu veux un titre, affronter Seth Rollins, affronter Jey Uso, on sait pas ce qu'il veut. Tozawa, justement, il est avec Maxime Dupri et Tatinati. Ils savent pas quoi foutre de Tatinati, alors ils l'ont mis avec Alpha Academy. Genre Tatinati, elle est là. Elle est habillée en rose, elle est très sympa, Tatinati. Bon, elle a plus de programme, hein, mais Adam Pearce, il dit Tozawa, t'es pas clair médicalement. Tozawa, il va affronter Rousseff. Tozawa, il est courageux, Tozawa. Hein. Je sais pas s'il sera autant acclamé que Pat McAfee qui affronte Gunther. Hein. Mais Pat McAfee lui a dit. Enfin, pas Pat. Adam Pearce, il lui a dit t'es pas en état. Ça dégage. Par contre, Sheamus, il arrive. Sheamus, il dit à Tozawa c'est bien gamin. C'est bien gamin, t'as de l'agnac, t'as de l'envie, maintenant casse-toi, on a parlé entre adultes avec Adam Pearce. Il l'a pas dit comme ça, mais c'était un petit peu drôle. Et Sheamus, bah, peut-être il regarde pas Monday Night Raw. Et surtout, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est peut-être que les scénaristes, ils regardent pas Monday Night Raw tout court. Parce qu'il a dit à Adam Pearce, et ce serait une bonne idée que j'affronte Grayson Waller la semaine prochaine. Et Adam Pearce, il fait, bah allez, vendu, t'affrontes Grayson Waller la semaine prochaine. Hein? Quoi? Tout à l'heure, on a eu une promo avec Grayson Waller et Austin Theory où on a appris que le match allait avoir lieu. Aucune idée. Je sais pas. Ce serait bien d'annoncer un programme et de faire comme si on avait oublié et on le réannonce derrière. Et là, on a l'annonce de tous les matchs pour la semaine prochaine. Donc AJ Styles et Penta contre le Judgment Day. Donc Finn Balor et JD McDonough. J'aurais aimé que ça soit Finn Balor et Chad Gable. J'aurais trouvé ça plus cohérent par rapport au programme un peu croisé. Bon, peut-être que ça arrivera derrière. Ils vont d'abord faire le Judgment Day pour que JD McDonough prenne le pin. Et après, ils feront Chad Gable peut-être et Finn Balor contre AJ Styles et Penta pour occuper AJ Styles loin de Dominic Mysterio. J'en sais rien. Grayson Waller contre Sheamus. Donc ça y est, c'est officiel. Oh, c'est beau. Et Jey Uso contre Bron Breakker a été officialisé également. Un match pour lequel le titre ne sera pas en jeu, mais c'est suite à l'attaque de Bron Breakker sur Jey Uso tout à l'heure. Donc ça aussi, c'est pari très audacieux. Hein. Pour la semaine prochaine, l'affiche est belle sur le papier, surtout que Bron Breakker, il reste sur des succès face à Jey Uso autour du championnat intercontinental. Mais c'est un peu une impasse, ce genre d'affiche. Jamais Bron Breakker, il va battre Jey Uso, on est d'accord. Il va y avoir des interventions, il va y avoir de l'overbooking. Et je trouve que ça gâche peut-être un petit peu cette affiche qui pourrait être protégée dans d'autres cas. Quoi. Tu sens bien qu'ils vont pas faire gagner Jey Uso sur Bron Breakker. S'ils le font, par contre, faites oublier ce que j'ai dit et je vous dis beau mec. Hein. Vraiment, WWE, si vous faites gagner Jey Uso clean sur Bron Breakker, très beau mec. Ça sent la DQ. Ça sent la DQ de ouf. Ça me fait peur. Et on est prêt pour le main event. C'est Julia qui arrive la première. Ils ont fait la longue entrée pour Julia. Roxanne Perez, elle vient pendant la petite coupure publicitaire, mais c'est diffusé hein, pendant la pub. Donc déjà, ils leur ont filé des entrées séparées. Je pense que c'était aussi un test hein, pour voir comment le public s'acclimatait à Julia, tout ça. Alors, on n'a pas eu trop le retour, tu vois, des réactions du public parce que le thème de Julia, j'ai l'impression qu'il allait fort. Je trouvais que l'épisode en audio était produit un peu bizarrement. Voilà. Les retours publics n'étaient pas toujours ouf et j'aimerais croire que le public faisait quand même un peu de bruit dans le Kentucky. Mais bref. Voici Yoskai qui rentre avant Rhea Ripley. Ah, je me suis dit, il réserve quand même, tu vois, la dernière entrée pour Rhea Ripley, c'est peut-être elle la grosse star finalement, et pas encore Yoskai qui est la championne. Et Rhea Ripley, gros accueil de star, hein, le public la surkiffe comme d'habitude. Et là, vraiment, j'ai pas grand-chose à dire parce que ça m'a pris un peu à contre-pied. Le match a duré 14 minutes. Je m'attendais à ce qu'on développe un peu plus l'idée d'une Yoskai et d'une Rhea Ripley qui ont du mal à coexister, étant donné que Rhea Ripley elle a des yeux sur le titre de Yoskai, tout ça. Je pensais pas les voir aussi solidaires l'une pour l'autre dans ce match. Et je m'attendais à voir un peu plus de travail fort appuyé de Julia et Roxanne Perez, étant donné que l'équipe, j'ai l'impression que WWE y croit beaucoup. Je pensais que ça allait beaucoup travailler, tu vois, en type d'un côté, moins de l'autre. Et en fait, le match était 14 minutes de total non-stop action. C'était un rythme de zinzin du début jusqu'à la fin. Et Yoskai et Rhea Ripley, jusqu'à la fin de match, ont même plutôt été très très solidaires l'une pour l'autre. Vraiment, mesdames, bravo, parce que c'était de l'excellent catch. Ça allait à 100 à l'heure. Limite, c'était presque trop, tu vois. C'était pas du tout dans le même registre justement des combats tag auxquels on était habitué dans les main events de Monday Night Raw avec des Bianca Belair, Naomi contre Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Ça, avec des gros suspens créés par on fait le gros finish en équipe, on est habitué un petit peu au trademark des gens et 1-2, quelqu'un vient sauver le truc. Non, en fait, il n'y a pas eu ce suspense-là qui a été créé. Ça s'est même fini de manière assez, j'ai trouvé, originale sur une superbe combinaison où Julia, elle va se manger une Roxanne de plein fouet sur un crossbody esquivé par Yoskai.
qui va créer de ce fait la petite bisco entre Roxanne et Giulia, qui vont perdre le match, vous vous en doutez. Hein. Derrière, Rhea Ripley, elle va porter son Riptide sur Giulia et gagner 1-2-3. De ce fait, ça on le découvrira sur les réseaux sociaux, Giulia et Roxanne Perez, ça a l'air de split. Voilà, donc c'était l'alliance des deux, elle a juste servi pour aider le programme entre Rhea Ripley et Io Sky à s'installer. Et en fait, tout ce concept de est-ce que les deux elles vont se trahir, bah ça s'est juste retrouvé sur l'échange de regards de Rhea Ripley qui a les yeux posés sur la ceinture, Io Sky qui le comprend bien, et ça va continuer un petit peu plus tard, quoi. Donc on les a vus complices, on va les voir rivales après ça, et bravo mesdames, bravo pour l'action. Et vraiment, en plus, très très bon pour l'avenir, j'ai envie de dire, hein, quand ce match a été un peu présenté pour illustrer le futur de la division féminine avec des Roxanne Perez, des Giulia et Io Sky. Pendant le match, elles ont eu des séquences. Oh non, la Queen Quest de Del Mundo, c'était magnifique. C'était super. Roxanne Perez, elle combine bien avec tout le monde. En fait, c'est très 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 inspirant pour la suite de la division féminine. Maintenant, Roxanne et Giulia, elles peuvent revenir à NXT tranquillement. Je pense que Giulia, elle aura plus de choses à faire à NXT. Roxanne, peut-être main roster sur la voie discutée avec Finn Balor, on sait pas trop. Mais très solide main event, et ça, c'est terminé là-dessus. Si je dis pas de bêtises, voilà. C'est la fin du Raw Recap. Pas grand-chose à signaler d'autre. Il n'y a pas eu de moment ultra marquant dans cet épisode. Peut-être Gunther Jey Uso, ça a été l'élément un peu ok, bien. Mais par contre, c'est le show de l'in-ring. C'est le show, limite du work rate. Il y a vraiment, sur les 4 matchs, il y a 3 grosses recommandations. Peut-être le match au tag masculin, American Made, War Raiders, un peu en dessous de ce qu'ils ont déjà présenté par le passé, mais tout le reste était vraiment assez solide. Et j'ai oublié de le dire, ils ont aussi annoncé que la semaine prochaine allait débuter des combats qualificatifs pour le Money in the Bank. Voilà. Mais c'est tout ce qu'on a eu en lien avec le Money in the Bank pour le moment. Qui va arriver, en vrai, assez vite. Hein. Voilà, c'est tout pour moi. C'est vrai que peut-être, comme je dis, adieu sur le chat, une défaite de Io Sky et Rhea aurait peut-être pu créer quelque chose entre les deux. Elles ont gagné, elles restent fortes, elles sont très protégées dans leur statut. C'est intéressant de donner la victoire plutôt à Rhea Ripley qu'à Io Sky pour construire Rhea Ripley. L'échange de regards, des fois, c'est suffisant. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou midi à la garderie, comme vous voulez. Tout très bien. Bah, restez fort. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Pensez à Sabu. C'est la fin du Raw Recap. Depuis.